Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Jean-Pierre Page. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Donc tu es ancien responsable du département international de la CGT. Aujourd'hui on va parler de la Chine et de la guerre imminente, point d'interrogation, entre les États-Unis et la Chine. Donc pour te présenter en quelques mots, donc tu as été notamment membre de la commission exécutive de la CGT et du comité central du PCF entre 82 et 2000. Date à laquelle tu en es écarté pour ton opposition à la mutation du PCF, notamment à ses positions internationales, en particulier sur la guerre en Yougoslavie. Et donc tu as quitté le PCF en 2003. Tu es régulièrement invité pour des congrès de centrales syndicales dans différents pays, notamment en Inde, au Venezuela, au Brésil ou aux États-Unis. Et à partir de 2007, tu as vécu à l'étranger, en particulier au Sri Lanka, au Brésil ou à Cuba. Tu as écrit de nombreux articles sur l'actualité internationale et le syndicalisme de classe, diffusés dans de nombreux pays. Et récemment, tu as dirigé avec Maxime Vivas et Aymeric Monville des ouvrages collectifs publiés chez Delga, à savoir donc La Chine sans œillères en 2001, Les divagations des anti-chinois en France en 2021 pour le premier, Les divagations des anti-chinois en 2022 et Chine-USA, la guerre imminente, avec une préface de John Pilger en 2023. Alors tu t'es rendu en Chine récemment et tu as passé plusieurs mois en Asie. Donc on sait que la Chine se développe très vite. Comment est-ce que tu as vu le développement de la Chine? Comment tu vois le développement de la Chine ces dernières années? Je suis allé en Chine 3 fois maintenant, voilà, pour participer à différentes conférences où j'étais invité. C'est extrêmement impressionnant, surtout pour une personne comme moi qui avait connu la Chine dans les années 90, parce que j'ai joué un rôle dans le rapprochement, puis surtout la coopération entre la CGT et les syndicats chinois à l'époque, coopération qui a été abandonnée avec la réorientation stratégique de la CGT. Oui, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant à la fois dans le développement du pays, c'est-à-dire dans l'image qu'elle donne de ses réalisations à travers les infrastructures. C'est assez déstabilisant, on pourrait presque dire, compte tenu de l'ampleur des choses. Donc, un développement très important de ces infrastructures, mais par-dessus tout, je crois, un développement significatif des conditions de vie, des conditions sociales des gens aujourd'hui. 95% de la population chinoise a une couverture sociale. On sait que la Chine a réussi le tour de force à éradiquer dans son pays la grande pauvreté. Et le choix est fait d'accélérer en quelque sorte avec une politique de réponse aux besoins, le développement à l'intérieur de la Chine, car il y a dans cet immense pays continent, on ne peut pas ignorer qu'il y a évidemment des inégalités de développement, des différences, des retards par rapport à la modernisation nécessaire. Donc il y a le souci de la direction du Parti communiste qui a tenu cette année une importante session de son comité central qui était consacrée justement à la modernisation. De réduire de manière significative ces inégalités et d'avoir évidemment un développement qui soit beaucoup plus partagé à l'échelle d'un pays qui, je le rappelle, compte 1,450 milliard d'habitants officiellement. Et ça, c'est sans compter ce qu'on appelle en Chine la population flottante. Donc en réalité, la population chinoise est beaucoup plus importante. Mais bon, donc
le souci de résorber donc ces poches parfois importantes d'inégalités sociales et économiques, et d'aller dans le sens, dans la voie d'ici les 30 prochaines années. En gros, les Chinois qui réfléchissent sur le long terme, beaucoup plus que nous qui réfléchissons sur l'immédiat, qui réfléchissent sur le long terme, envisagent une société socialiste développée aux caractéristiques chinoises, telles qu'ils la qualifient, 2040, 2050 à peu près, voilà. Donc, ils en sont à ce stade où ils ont acquis maintenant, de façon absolument incontestable, la position de deuxième économie du monde, et probablement en passe de devenir la première dans les toutes prochaines années, avec de véritables bonds en avant dans le domaine de la maîtrise des nouvelles technologies, en particulier l'usage de l'intelligence artificielle, mais aussi dans le domaine de la recherche spatiale, dans le domaine environnemental où ils sont aussi où ils ont une position acquise, une position de leader au niveau mondial. Donc c'est un pays en plein bouleversement, en changement radical. On voit les changements, j'allais dire presque au jour le jour, mais disons, j'avais été en Chine l'année dernière, j'y suis retourné un an après, tout change. Tout change. Donc il y a de la part des Chinois il y a des problèmes évidemment. Comment pourrait-il pas y en avoir dans un pays de cette dimension? Mais il y a une très grande stabilité, une satisfaction, mais une stabilité politique, y compris dans le sens où en 75 ans, le Parti communiste chinois a réussi cette œuvre titanesque, compte tenu de ce qu'était la Chine en 1949, cette œuvre titanesque de transformer ce pays en un grand pays moderne qui joue sur le plan international un rôle tout à fait déterminant, et qu'on ne peut plus ignorer, et qu'on ne peut plus traiter comme on l'a traité 75 ans auparavant, c'est-à-dire par l'humiliation, par le pillage, par la surexploitation de son peuple, etc. C'est-à-dire la Chine, elle est debout, elle entend être respectée, elle est digne, et on ne peut pas faire comme si cela n'était pas le cas. C'est-à-dire la situation au niveau international caractérisée par le déclin occidental, caractérisée par l'aggravation de la crise économique qui est celle du capitalisme, et qui est une crise systémique, comme on peut le voir dans un pays comme le nôtre, qui n'est pas seulement une crise économique et sociale et politique, mais qui touche absolument tous les aspects de la vie. Aujourd'hui, la Chine fait la démonstration que il y a une alternative. Je ne veux pas dire par là que la Chine serait un modèle à suivre. Elle s'en garde bien de le dire. Mais la Chine est un exemple intéressant qui montre que une autre politique est possible, une autre politique de réponse aux besoins des gens, aux besoins de nos sociétés est possible. Et je pense que c'est d'ailleurs ça qui fait enrager tous les critiques, tous les opposants, tous ceux qui caricaturent ce qu'est devenu la Chine aujourd'hui. Donc c'est un pays en transformation, en évolution, en développement extrêmement rapide, avec des perspectives, avec une volonté surtout politique
et avec cette particularité qui est un fait, malgré là aussi toutes les caricatures que l'on en donne, mais qui est un pays dirigé par un parti communiste qui compte, je crois maintenant, près de 100 millions de membres, et qui joue un rôle très dynamique au niveau du pays pour l'entraîner dans la voie de ces transformations radicales, dans la voie du socialisme. Voilà. Alors, la Chine mène le projet gigantesque des nouvelles routes de la soie, ouais, qui a été lancé en 2013 et qui a été qualifié de projet du siècle par le président Xi Jinping. Et donc, avec ce projet, donc, est-ce que la Chine étend ses tentacules sur le reste du monde, ou est-ce plutôt un projet de co-développement avec de très nombreux pays? Oui, c'est véritablement... D'abord, premièrement, ce n'est plus un projet, hein, c'est une réalité. Hein. C'est-à-dire, les routes de la soie, Belt and Road Initiative, comme on l'appelle, BRI, les routes de la soie qui engagent maintenant près de 150 pays dans le monde, dont un certain nombre en Europe. Hein. Voilà, c'est un projet qui est en conformité avec la nouvelle pensée politique que la Chine cherche à faire prévaloir. C'est-à-dire une pensée qui est fondée sur la multipolarité, le multilatéralisme, le respect des souverainetés, les non-conditionnalités, les non-sanctions, et qui vise donc, à travers évidemment des réalisations concrètes, notamment d'infrastructures, de développement, des ports, des aéroports, des routes, des écoles, bref, tout ce qui est nécessaire au développement économique et social d'un pays. La Chine cherche à faire également progresser l'idée politique que nous sommes arrivés au terme d'un cycle qui a été dominé par les pays impérialistes pendant plusieurs siècles et qui a été fondé sur le pillage, la prédation, les massacres, les guerres, etc., pour imposer la domination occidentale sur le reste du monde. Nous sommes arrivés au terme de ce cycle qui malheureusement encore se manifeste à travers ce que nous savons, enfin notamment des conflits, des guerres, mais qui aujourd'hui tourne de plus en plus à vide. Enfin, on voit bien le déclin occidental n'est pas une vue de l'esprit. Ça devient une réalité que l'on peut vérifier. Donc on a besoin de progresser dans le sens d'un autre type de développement fondé sur des rapports des rapports d'égalité, des rapports de non-ingérence, de non-interférence dans les relations entre pays, fondés sur la souveraineté, le libre choix des types de développement, économique et politique, etc. Bon, donc les routes de la soie participent comme, je dirais, une illustration très concrète de cette volonté, de cette vision qu'a la Chine, qu'ont les dirigeants chinois aujourd'hui, et d'y faire contribuer évidemment le plus grand nombre possible de pays et de peuples. Et on peut dire que d'une certaine manière, personnellement, c'est mon opinion, mais on parle beaucoup actuellement des BRICS, cette alliance économique et politique entre un certain nombre de pays émergents et de pays en développement. On y reviendra peut-être, mais les routes de la soie sont en quelque sorte une illustration
de ce que l'on pourrait faire ou de ce que l'on aspire à faire, c'est-à-dire se dégager de la tutelle étouffante du système international contrôlé, piloté encore par les pays capitalistes développés, en particulier par les États-Unis, à travers le rôle, par exemple, des institutions de Bretton Woods, du Fonds monétaire international, la Banque mondiale, mais se dégager de cette tutelle étouffante pour commencer, pour aller dans le sens d'une autre logique, d'une autre vision du monde qui soit fondée sur la coopération et non sur la conflictualité, sur les rapports de force, etc. Bon, donc les routes de la soie participe de ça. Alors, j'ai eu la chance au mois d'octobre de participer à une conférence internationale dans la ville de Xi'an, c'est la ville qui est au centre de la Chine, hein, dans le Sichuan. Et cette ville, qui d'ailleurs a été 2500 ans auparavant la capitale du premier empire de la Chine, comment donc a abrité cette conférence internationale sur les routes de la soie, donc où j'ai eu l'occasion d'intervenir d'ailleurs, et où un grand nombre de délégués étrangers qui étaient présents ont, bon, évidemment, fait part de l'expérience concrète qu'ils ont dans leur propre pays, à partir donc de la mise en œuvre déjà hein, des routes de la soie. Ce qui est une chose que on sous-estime énormément. On parle beaucoup je veux dire, par exemple en France, de la Chine comme une espèce de menace qui planerait au-dessus de nos têtes, le péril jaune, hein, une nouvelle version du péril jaune, vous voyez, Dr Fu Manchu qui serait converti au marxisme-léninisme, etc. Enfin, des choses absolument ridicules. Le développement de la Chine, le développement très audacieux de la Chine, et y compris sa politique de coopération internationale, en particulier à travers des réalisations comme les routes de la soie, contribue quand même à plus de 30% de la croissance mondiale. C'est une réalité. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui ignorent en France aujourd'hui que leur emploi, d'une certaine manière, dépend de la croissance chinoise. Donc, cette réalisation donc va permettre permet déjà et va permettre à toute une série de pays qui sont engagés, j'ai dit tout à l'heure près de 150 pays, donc de s'impliquer dans une nouvelle démarche, de nouveaux accords de coopération mutuellement avantageux entre eux, pas seulement entre la Chine et eux, mais entre eux, ce qui est évidemment très très important. Et les routes de la soie nous amènent depuis le Xinjiang, c'est-à-dire au nord de la Chine, Kashgar, la ville de Kashgar et Urumqi, nous amènent jusqu'à Rotterdam. Enfin, maintenant, vous avez les liaisons ferroviaires sont en place, hein, et à la fois irrigue toute cette partie de l'Asie centrale entre la Chine, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, etc., la Russie évidemment, et aussi l'Europe de l'Est. Donc on a toute cette... mais avec les projets d'aller beaucoup plus loin, hein, y compris, j'ai dit, jusqu'à Rotterdam. Hein. Donc tout ça, c'est prévu en termes de développement important. Ça pourrait aller beaucoup plus vite, par exemple, et ça serait évidemment beaucoup plus... ça serait réellement bénéfique au niveau européen si l'accord qui avait été conclu entre la Chine, la France et l'Allemagne, il y a des années de ça, il y a 5 ans de ça, je crois, un accord de libre-échange entre ces trois, qui avait été négocié entre ces trois pays
pour l'Europe et pour la relation entre l'Europe et la Chine était approuvé par le Parlement européen. Mais bon, évidemment, les lobbies anti-chinois au niveau du Parlement européen ont tout bloqué, malgré l'accord qui avait été conclu entre Angela Merkel, Xi Jinping et Macron. Voilà. Alors, donc il y a des perspectives de développement extrêmement importantes. Ça, ce sont la partie terrestre des routes de la soie, mais il y a aussi la partie maritime qui a déjà été très développée, enfin en direction vers l'Afrique, hein, en particulier à partir de réalisations comme le grand port en eau profonde au Sri Lanka d'Hambantota ou le port de Gaidar au Pakistan, etc. Donc il y a là aussi sur les routes de la soie, la version maritime, disons, des routes de la soie, là aussi des perspectives importantes. Ce que l'on peut dire, c'est que l'intérêt croissant d'un nombre de pays du tiers-monde, en particulier en Afrique, hein, pour ce programme et pour la coopération, y compris avec la Chine, qui vient de donner lieu d'ailleurs à une rencontre tout à fait importante, extraordinaire à Pékin, de 50 chefs d'État africains avec le gouvernement chinois, avec les autorités chinoises. Et donc là ouvre aussi autour des bris, autour des routes de la soie, de nouvelles perspectives, de nouvelles ramifications qui vont jusque maintenant au-delà de l'Afrique, vers l'Amérique latine. J'ai noté que lors de la réunion du G20 au Brésil, avant d'y participer, le président chinois était au Pérou, où il a inauguré un très grand port sur la côte pacifique du Pérou, qui va être un port qui va, je crois, pratiquement doubler l'export ouvrir la possibilité de doubler l'export de pays d'Amérique latine vers l'Asie, etc. Donc il y a ces transformations, ces bouleversements, ces changements. Les routes de la soie en sont, disons, un des moteurs principaux, pas le seul, mais je note par exemple que dans le domaine spatial, il y a énormément il y a des réalisations chinoises absolument spectaculaires, mais y compris avec des pays européens, y compris la France, dans des programmes. Donc la Chine joue un rôle littéralement pivot, en quelque sorte, dans le domaine du développement économique et social à l'échelle mondiale, mais y compris en faisant apparaître, en montrant d'une manière assez convaincante, parce que concrète, que on peut faire autrement. On peut faire autrement que ce que l'on a fait jusqu'à présent. Voilà. Okay. Alors fin octobre a eu lieu le sommet annuel des BRICS+, à Kazan, en Russie. Et donc, dans ce cadre-là, on constate l'avancement du processus d'émergence d'un monde multipolaire, d'après la formule de Poutine, et d'un ordre mondial plus juste, d'après Xi Jinping. Alors, comme tu le disais, les BRICS remettent en cause les institutions de Bretton Woods, et notamment dans le cadre de ce sommet de Kazan, il y a eu des avancées sur comment on pourrait créer des monnaies alternatives ou se passer du dollar. Et donc, sur ce plan notamment monétaire, est-ce que, et plus général, hein, économique, militaire, comme tu en parlais, est-ce qu'on assiste à un basculement des rapports de force à l'échelle mondiale en ce moment? Je crois que il faut prendre les BRICS tels qu'ils sont et non pas comme on pourrait les imaginer ou comme
comme ils seront peut-être d'ici quelques années ce que sera leur rôle. Les BRICS, c'est une alliance économique et politique qui représente aujourd'hui près de la moitié de la population mondiale et je crois près de 60% du PIB mondial. C'est donc un fait incontournable aujourd'hui avec lequel qu'on ne peut pas ignorer, qu'on ne peut pas ignorer dans les rapports de force. Les BRICS répondent à un certain nombre de besoins qui ont un rapport avec ce que je disais précédemment, c'est-à-dire de plus en plus d'États dans le monde, à travers leur gouvernement, quel qu'il soit, ont conscience que on est dans cette période, c'est inédite, cette période de bascule dans le monde avec beaucoup de risques, beaucoup d'opportunités et des risques, parce que bon, il y a évidemment la conflictualité, les guerres telles qu'on les voit, les conflits se développer, mais en même temps des opportunités. Les BRICS participent de l'ouverture de ces opportunités. Alors, faut les prendre dans le mouvement, y compris avec les aspects contradictoires, c'est-à-dire, bon, les BRICS, c'est pas quelque chose d'homogène, hein, il y a des systèmes politiques très différents, si on prend en compte, par exemple la Chine, et puis ce que sont aujourd'hui les Émirats Arabes Unis, hein, ou encore l'Arabie Saoudite qui a demandé, dont l'adhésion a été acceptée, mais qui a un pied dedans, un pied dehors, vous voyez, donc il y a des différences, pas seulement de caractère politique, mais y compris des différences économiques, culturelles, assez sensibles, hein. Donc on pourrait dire que c'est quelque chose qui n'est pas très homogène. Bon, oui, c'est un fait, hein. Mais en même temps, ça participe d'une volonté de construire, d'élaborer, de construire de nouveaux instruments qui échappent en quelque sorte à la logique des moyens qui ont existé, qui prévalent encore d'une certaine manière à travers les institutions financières totalement contrôlées par les pays occidentaux, en particulier par les États-Unis. Je pense par exemple évidemment au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale. Donc on cherche à se dégager de l'influence contraignante, car vous n'ignorez pas que évidemment les politiques de ces institutions qui sont extrêmement rétrogrades, sont fondées sur des conditionnalités, souvent des conditionnalités politiques que l'on impose aux pays qui sont demandeurs d'une aide pour leur développement économique, entre autres, etc. Bon, voilà. Alors, donc, on cherche à échapper à ça. Donc, des conditions comme des privatisations. Voilà, exactement. Voilà, tout à fait. De salaire dans le service. Bon, alors, donc, on cherche à échapper à ça avec un phénomène qui maintenant prend de l'ampleur, qui en est à ses débuts, faut pas l'exagérer, mais qui en est à ses débuts, qui est ce phénomène qu'on appelle la dédollarisation, c'est-à-dire depuis 1971, depuis que les États-Unis ont imposé au reste du monde le recours au dollar comme monnaie de référence, hein, au détriment de l'étalon or, hein, voilà. On est arrivé à cette absurdité où le reste du monde paye en quelque sorte la dette des États-Unis, hein, et donc plus de pays aujourd'hui cherchent à développer leur économie
à partir d'accords bilatéraux, multilatéraux, qui soient fondés sur autre chose que le recours au dollar, et donc par l'usage de monnaie nationale, par des paniers de monnaie nationale, par des échanges directs. J'ai vu par exemple que même l'Arabie Saoudite, qui est traditionnellement un pays proche des États-Unis, c'est le moins qu'on puisse dire, vient de passer des accords avec les Chinois pour l'usage donc d'échanges fondés sur leur monnaie nationale, par exemple. Donc ce mouvement-là se développe, y compris de façon inquiétante, puisque vous avez dû noter comme moi que, par exemple, Donald Trump là, vient de faire une déclaration assez fracassante dans laquelle il menace d'imposer commercialement des taxes à hauteur de 100% pour les pays des BRICS qui renonceraient à l'usage du dollar dans leurs échanges commerciaux. Bon, donc cette guerre commerciale que les États-Unis veulent engager, ce bras de fer que les États-Unis veulent engager, c'est pas seulement à l'égard de la Chine, mais voire de l'Europe, mais c'est à l'égard de tous ces pays qui cherchent justement à se libérer du poids qu'exerce sur eux, sur leur économie, notamment à travers le remboursement de la dette, qui, comme on le sait, a souvent été remboursé plusieurs fois que les sommes empruntées. Bon, donc cherche à se dégager de ça. Et il y a des discussions qui sont évidemment très avancées pour avancer dans cette direction. Donc pas encore de monnaie commune, on n'en est pas là, faut pas faire dire aux choses qu'elles ne veulent pas dire, mais en tous les cas, d'avancer dans un système qui soit beaucoup plus maîtrisé, contrôlé, et à partir des intérêts de chaque État, d'où l'usage des monnaies nationales, ou encore d'où l'usage du remplacement du système SWIFT dans les relations interbancaires par un système qui soit propre aux pays des BRICS. Donc il y a notamment à Kazan, il y a des démonstrations qui ont été faites en ce domaine, y compris concrètes. Là, on est très avancé, semble-t-il, pour passer donc à cette étape. Donc on est dans un processus avec des aspects contradictoires, avec des rythmes différents, mais ce qui est indiscutable, c'est qu'aujourd'hui, pour beaucoup de pays, l'attraction que représentent les BRICS, l'attraction concrète que représentent les BRICS, ouvre pour eux des perspectives. Et ça explique entre autres pourquoi il y a maintenant, je crois, près de 70 pays dans le monde qui ont demandé leur adhésion. Alors ça aussi, c'est un rythme qu'ils veulent que les pays fondateurs, en quelque sorte, veulent contrôler, disons, et c'est pourquoi, là, à l'occasion de la conférence de Kazan, ils ont mis au point un nouveau système. Il va y avoir donc les pays qui sont les pays fondateurs, les pays qui se sont affiliés par la suite. Il y a 9 pays en tout, mais maintenant il va y avoir un système de partenariat qui a été ouvert, dans lequel ont été acceptés un certain nombre de pays comme Cuba, comme l'Algérie, entre autres, etc. Voilà. Donc on est dans ce système en évolution, très positif, avec des avancées, avec des contradictions, mais indiscutablement qui aujourd'hui est une dynamique qui représente, une alternative possible. Comme j'ai dit, ne faisons pas dire
aux choses qu'ils ne veulent pas dire, mais en tous les cas une réalité concrète avec laquelle les pays capitalistes développés vont devoir tenir compte. Et cela d'autant plus que leur situation est ce qu'elle est, comme l'on sait. Bon, pas seulement en Europe, mais également aux États-Unis. Enfin bon, on l'a vu avec l'élection de Donald Trump. On a une société extrêmement polarisée avec des problèmes économiques et sociaux absolument considérables. Hein. Voilà. Et en marge du sommet des BRICS, le président Narendra Modi et le président Xi Jinping ont tenu une rencontre bilatérale, ouais. Ce qui était une première depuis 5 ans. C'est ça. Est-ce que selon toi, on assiste à un rapprochement décisif entre l'Inde et la Chine en ce moment? Oui, ça c'est indiscutable que l'un des événements les plus importants, très largement sous-estimé dans les médias, enfin dans les médias occidentaux, l'un des événements les plus importants de la réunion de Kazan, c'est cette rencontre entre les deux, enfin entre Modi et Xi Jinping, certes, mais surtout sur ce que cela recouvre. Hein. Et ce que cela recouvre n'est pas seulement le règlement des problèmes frontaliers qui ont existé, qui ont perduré pendant des années et des années entre la France et la Chine. Vous savez qu'il y a il y a une frontière commune, en particulier dans l'Himalaya, qui a donné lieu à des conflits, y compris il y a encore quelques années, y compris des affrontements militaires entre les deux pays, et qui est vraiment une pomme de discorde qu'il fallait absolument régler, vider l'abcès, crever l'abcès, comme on dit. Donc c'est ce qui a été fait. Ils ont trouvé des solutions convenables pour chaque pays, qui permettent donc de maîtriser dorénavant ce problème du différent frontalier qu'il y avait entre l'Inde et la Chine. Mais cette solution qui a été trouvée, qui a donc prévalu, permet, n'est pas sans illustrer un changement de paradigme, on pourrait dire, entre dans la relation traditionnellement conflictuelle. Elle l'a pas toujours été, parce que j'ai jamais oublié que, ça remonte dans les années 50, 60, hein, il y avait une relation très forte, pour ne pas dire complice, entre des fois non sans problème, mais entre la Chine et l'Inde, hein, il y a toute une histoire, par exemple, de la relation très particulière, singulière, qui existait entre Chou Enlai et Nehru, hein, par exemple, et qui a été à l'origine de la création du mouvement des non-alignés. Hein. Bon. Pour une part, le mouvement des non-alignés, c'est l'œuvre de ces deux hommes, hein, et de la relation amicale très forte qu'ils avaient tous les deux. Voilà. Bon, donc, on assiste donc à un changement donc de la relation entre la Chine et l'Inde, un début de changement significatif. Alors, c'est le cas dans le domaine économique. Jamais les relations économiques et commerciales entre la Chine et l'Inde n'ont été aussi développées. Il y a un grand besoin de la part de l'Inde de transfert de technologie. C'est un pays dont la modernisation est un fait, mais qui par rapport à la Chine, a beaucoup de retard. Hein. Bon, donc, ce n'est pas compensé. Ces retards ne sont pas compensés par la relation jusqu'à un certain point et jusqu'à peu la relation privilégiée qu'il pouvait y avoir entre les pays occidentaux et l'Inde. Pour peser
dans ce qui était une conflictualité entre l'Inde et la Chine, pour peser négativement évidemment, hein, dans les relations qu'il y avait entre l'Inde et la Chine, parce que bon, il y a eu ces dernières années des changements, des évolutions de la politique chinoise, en particulier à la faveur de la guerre en Ukraine, par exemple. Bon, faut savoir que l'Inde est devenue la plus grande plateforme. Vous connaissez la relation. La Russie transfère sur l'Inde une partie de son pétrole pour être raffiné. Hein, et les Indiens revendent d'ailleurs à l'Europe, entre autres, ce pétrole raffiné qui vient de Russie. Donc l'Inde est devenue une des plus grandes plateformes de raffinage au monde du pétrole russe. Voilà. Ce qui permet notamment de contourner les sanctions. Voilà, ce qui permet évidemment de contourner les sanctions. Et alors évidemment, ça fait grincer les dents. Bon, c'est clair, hein. Bien. Et donc il y a eu beaucoup de pressions qui se sont exercées sur l'Inde de la part des pays occidentaux et notamment de la part des États-Unis. Ça s'est vérifié d'ailleurs au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies quand les Américains avaient l'intention donc de faire condamner fermement, sévèrement, la Russie par rapport à la guerre en Ukraine, et où l'Inde a joué un rôle non seulement modérateur, mais je dirais positif, et donc a refusé de s'engager sur ce terrain. Donc, les Américains, comme ils ont l'habitude de le faire, ont aggravé, en quelque sorte, maintenu leur pression, au point d'ailleurs que, en décembre 2023, Biden devait faire une visite officielle d'État en Inde. Celle-ci a été annulée à la demande des Américains pour continuer, donc, comme je disais, cette pression sur Delhi, et pire que ça, les Américains ont décidé d'inscrire sur une espèce de liste noire, une blacklist, là, l'Inde, en ce qui concerne la liberté religieuse. Par ailleurs, ils se sont impliqués directement et indirectement dans l'expulsion de diplomates indiens du Canada à la faveur d'événements qui sont liés à l'assassinat de dirigeants sikhs. Bon, vous savez que un des États de l'Inde, le Pendjab, est un pays occupé par les Sikhs, et une fraction donc de cette population réclame, se prononce pour un État séparé, hein, le Khalistan. Et donc, aux États-Unis comme au Canada, où il y a des communautés sikhs assez importantes qui y vivent, il y a donc un soutien non déclaré, mais réel, en faveur donc de ces revendications séparatistes. Donc tout ça mêlé, si vous voulez, pour exercer des pressions sur l'Inde, a également conduit à des désengagements d'investissements occidentaux en Inde. Donc du même coup, l'Inde s'est tournée vers la Chine pour, en quelque sorte, compenser les pertes qu'ils avaient, et aussi compte tenu de leurs besoins de développement, de modernisation. Donc ce contexte, y compris la relation à travers les BRICS et à travers une autre institution qui s'appelle le Forum de Shanghai, le Forum de coopération de Shanghai, dans lequel l'Inde est aussi partie prenante, tout ça a créé un climat qui a évolué avec évidemment des initiatives politiques de part et d'autre, et qui fait qu'aujourd'hui on assiste effectivement à un rapprochement, une tendance assez forte au rapprochement
entre l'Inde et la Chine, et qui s'affirme beaucoup autour de l'idée de nous voulons être maîtres chez nous. C'est-à-dire, les Indiens, bon, les Chinois, cela va sans le dire, mais les Indiens sont des gens qui refusent absolument, avec beaucoup de fermeté, toute forme d'ingérence, toute forme de pression. Ça leur est inacceptable, et leur souci de voir leur indépendance et leur souveraineté respectées les conduisent à également rechercher en Asie, en particulier avec leurs grands voisins, d'autres voies, en tous les cas, d'autres voies de coopération politique et économique. Et alors j'ajoute une autre chose, c'est que dans la même période, donc de ces évolutions, de ces changements qu'il faut apprécier, on a eu un certain nombre d'événements dans la région, c'est-à-dire on pourrait dire dans ce qui constitue le précaré de l'Inde, là où elle exerce son influence régionale, hein, on a eu des événements importants à travers faut bien les qualifier ainsi, de changements de régime. Hein, on a eu les événements au Bangladesh, avec la mise en place donc d'un nouveau gouvernement suite à des manifestations assez violentes, y compris même de nombreuses victimes, hein. Un changement donc de gouvernement qui est pro-occidental, hein, pour dire les choses, qui a été évidemment poussé par les États-Unis, tout simplement parce que le Bangladesh refusait, notamment dans cette zone très stratégique qui est la baie du Bengale, refusait de voir les Américains prendre le contrôle et l'installation de bases dans plusieurs îles qui dépendent du Bangladesh, mais qui sont aussi à proximité de l'Inde. Hein, voulait imposer ça. Donc ça conduit à un conflit et et puis à la mise sur la touche donc de la première ministre du Bangladesh. Mais on peut poursuivre avec ce qui vient de se passer, que je connais mieux encore que le Bangladesh, qui est un pays que je connais assez bien, qui est le Sri Lanka, où on vient d'assister aussi à un changement assez important, poussé par les États-Unis, même littéralement téléguidé depuis Washington, et qui bouleverse aussi la donne et les rapports de force dans la région. Il y a eu aussi des tentatives de la part des Américains aux Maldives, mais qui ont échoué. Il y a des arrière-pensées en ce qui concerne le Népal et plusieurs pays de la région. Tout cela, toutes ces initiatives de déstabilisation à l'initiative des Américains, donc prises par les Américains, dans le but donc d'accroître la conflictualité avec la Chine en disposant de moyens, de points d'appui au niveau de différents pays qui ont par ailleurs des relations étroites avec la Chine. Hein. Bon, c'est le cas du Bangladesh, premier partenaire commercial et économique du Bangladesh, c'est la Chine. C'est le cas au Sri Lanka, où la Chine est très présente depuis de nombreuses années hein, dans le développement du pays. C'est le cas au Népal. Et évidemment, c'est aussi le cas aux Maldives. Bon, mais on a donc toute cette évolution du rapport de force dans la région, qui évidemment n'est pas sans inquiéter l'Inde. Et donc ça aussi, ça crée j'allais dire des conditions un peu objectives pour que l'Inde cherche à travers ses voisins et à travers sa relation avec l'Asie,
un autre type de rapport lui permettant d'être plus autonome dans la mise en œuvre de sa politique. Donc la rencontre entre Modi et Xi Jinping est évidemment un événement politique très très important et très déterminant, et qu'il a été favorisé par Vladimir Poutine, en rajoute en quelque sorte dans cette alliance qui est le noyau dur des BRICS, des fondateurs des BRICS. Voilà. Pour revenir un petit peu sur le Sri Lanka, donc, que tu connais très bien, effectivement c'est une région stratégique, notamment tu as parlé du grand port en eau profonde qui a été construit par la Chine, et donc on voit que les États-Unis essaient de reprendre un peu la main sur ce pays. On a vu que très récemment le nouveau président se disait marxiste-léniniste, avec son parti qui affichait la faucille et le marteau, etc. Toi, tu es un peu moins optimiste de ce point de vue-là, et tu dis que pour toi, c'est une révolution de couleur, ou en tout cas, il a été amené par les États-Unis. Oui, alors bon, on a fait dire à l'élection d'un nouveau président au Sri Lanka des choses qui sont complètement vu de Colombo, où je me suis trouvé là pendant plusieurs mois cet été, qui sont complètement aberrantes, enfin loufoques même, parce que le président n'a rien d'un marxiste-léniniste, pas plus n'a à voir avec le marxisme ou autre chose. C'est un homme qui est totalement inféodé et manipulé par les États-Unis, qui ont joué un rôle tout à fait déterminant dans le changement de régime, qui s'est, je dirais, préparé à travers différents événements depuis plusieurs années, mais surtout ces 2 dernières années. On se souvient qu'en 2022 il y a eu un mouvement social et politique très important au Sri Lanka, qui avait donné lieu à l'époque au renversement du gouvernement, au départ précipité, pour ne pas dire à la fuite, du président qui avait été pourtant très largement élu, et à la mise en place d'un nouveau gouvernement et d'un nouveau président d'ailleurs qui avait la particularité de ne pas avoir été élu. Voilà, c'était pas très démocratique, mais c'était comme ça, mais qui était complètement acquis aux préoccupations et aux ambitions américaines, car on peut pas évidemment réfléchir à ce pays qu'est le Sri Lanka indépendamment donc de la conflictualité qui existe entre la Russie, les États-Unis et la Chine, pardon. Les États-Unis ne font pas mystère de leur volonté de prendre pied et de contrôler ce pays. Tu as évoqué là le port d'Hambantota, mais il n'y a pas que le port d'Hambantota, c'est-à-dire au nord du Sri Lanka, on trouve le plus grand port en eau profonde de l'Asie du Sud-Est, qui s'appelle le port de Trincomalee, qui a été où la France, même à l'époque napoléonienne, avait installé une base. Car Napoléon disait, non sans raison d'ailleurs, lui qui était un très grand stratège, que celui qui contrôlera Ceylan, à l'époque ça s'appelait Ceylan, contrôlera l'océan Indien. Ce qui est bien vrai. Donc les Américains ont tiré toutes les leçons de cette vision napoléonienne pour créer les conditions d'un changement de régime qui a pris la forme quasiment de ce qui s'est passé en Ukraine, du Maïdan. En 2022, puis évidemment ils ont travaillé pour créer les conditions
à la surprise de beaucoup de gens, de l'élection, de soutenir l'élection d'un président issu d'un parti qui, à son origine, se réclamait du marxisme-léninisme, enfin bon, mais qui en même temps faisait preuve d'un chauvinisme cingalais assez déroutant, notamment à l'égard de la minorité tamoule. Donc, le contexte de cette élection a été également marqué par le fait que l'endettement important du Sri Lanka avait donné lieu, ce qui n'était pas en fait nécessaire, à par le gouvernement précédent de droite, ce président non élu dont j'ai parlé tout à l'heure, avait donné lieu donc à le Sri Lanka s'était placé dans une position de cessation de paiement de sa dette. Donc ce qu'ils n'avaient pas à faire, mais qu'ils ont fait, afin de créer les conditions de l'ouverture de négociations avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, pour l'obtention de prêts conditionnés, évidemment, comme on peut l'imaginer, privatisation, des réformes importantes des institutions, au tout à l'export, bref, une politique, enfin des choix politiques extrêmement graves pour l'avenir de ce pays qui, ne l'oublions pas, tout en évoluant à travers bien des années, demeure un pays où il y a un secteur public extrêmement développé, où il y a une population avec un très haut niveau de formation. On n'est pas du tout dans le cas de, même s'ils ont des origines communes, dans le cas de l'Inde. C'est un pays, Sri Lanka est un pays développé, développé avec un niveau d'éducation, un niveau de santé, des services publics du niveau d'un pays développé. Donc un pays de ce point de vue assez attractif, mais que évidemment le Fonds monétaire international entend, à l'exigence des Américains, entend mettre en coupe réglée et en complément, en quelque sorte, ou de façon dépendante de cet accord du Fonds monétaire international, les Américains ont souhaité imposer trois accords assez déterminants pour l'avenir du pays, qui conduiraient à transformer le Sri Lanka, je vais simplifier pour aller vite, mais transformer le Sri Lanka en une espèce de plateforme, un espèce de grand porte-avions militaire tourné vers la Chine, évidemment, vers le conflit avec la Chine. Le Trincomalee, par exemple, le plus grand port en eau profonde, comme j'ai dit, de l'Asie du Sud-Est, devenant l'abri, en quelque sorte, la base de la 7e flotte des États-Unis. Bon, donc, dans la stratégie nord-américaine à l'égard de la Chine, évidemment, le Sri Lanka appelait la mise en place d'un gouvernement, d'un président sous contrôle. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a eu une mobilisation importante du milieu des affaires, qui s'est organisée à travers la constitution d'un nouveau parti, qui s'appelle le NPP, qui s'est allié à ce parti ex-marxiste, le JVP, dans une relation très, très opportuniste, si je peux dire, fondée en partie sur la corruption, et téléguidée par les États-Unis.
et qui a été littéralement force politique nouvelle, donc qui a été propulsée en avant, en rupture avec l'ancien système politique qui était arrivé en quelque sorte à son terme, et qui était un système politique qui était fondé sur l'alternance entre deux partis, représentatifs de la bourgeoisie nationale sri-lankaise, un plutôt nationaliste de centre-gauche, mais ayant par ailleurs des positions anti-impérialistes, parfois proches de Cuba, proches des Palestiniens, etc. Et puis un autre, franchement, une autre force politique, elle proche des intérêts occidentaux. Donc on est arrivé au terme de ce système qui avait fonctionné depuis l'indépendance, et qui était rejeté, hein, une espèce de rejet très fort de la population, pour donc qui a contribué à créer les conditions de l'arrivée donc de ce nouveau pouvoir qui est en place. Et puisqu'on parlait des BRICS, tout à l'heure, je vais citer une anecdote qui est à mon avis très significative de l'état d'esprit de ce nouveau gouvernement qu'on a prétendu être un gouvernement de gauche et marxiste. Le Sri Lanka a demandé son affiliation aux BRICS, précédent gouvernement, mais cet gouvernement pseudo de gauche qui était invité donc à la réunion des BRICS à Kazan, et qui pouvait être d'ailleurs une opportunité pour le nouveau président pour se présenter, qui est quand même près de 35 chefs d'État à Kazan, parmi les plus importants sur la planète. Eh bien, il a décidé de ne pas y aller. Non seulement il a décidé de ne pas y aller, mais sa première ministre, une femme, a décidé de ne pas y aller non plus. Son ministre des Affaires étrangères a décidé de ne pas y aller non plus. Et donc ils ont envoyé une sous-secrétaire d'État faire vraiment faire une apparence. Bon, tout ça évidemment s'est passé sous la pression des États-Unis. On peut le comprendre assez facilement, mais ça montre le niveau de dépendance dans lequel se trouve actuellement ce pays. Alors, ce qui est plutôt réconfortant, même après les élections générales qui viennent d'avoir lieu il y a quelques semaines et qui ont été marquées donc par une victoire, puisque le nouveau président dispose maintenant d'une très large majorité au niveau du Parlement, mais qui est beaucoup le résultat du fait que tous les autres partis, notamment ces partis traditionnels dont j'ai parlé, se sont retirés, se sont pas du tout impliqués dans la bataille politique, donc ont une représentation très formelle au Parlement. Déjà, on assiste à l'expression de nombreux mécontentements, parce que fort logiquement, les gens ont une attente sociale importante, et évidemment, la mise en œuvre, l'application des recommandations du Fonds monétaire international, qui veille au grain, là j'ai appris hier par exemple que le nouveau conseiller économique du président est le président de la chambre de commerce du Sri Lanka. Ouais, je vous donne, évidemment très libéral, très pro-occidental. Ça donne une idée un peu des choses. Donc évidemment tout ça va conduire à une politique de pression sociale extrêmement forte, et qui, dans ce pays qui a quand même un passé lourd, pas seulement à travers la guerre, mais de lutte sociale. Il y a un esprit national très fort au Sri Lanka. Il y a eu 30 ans de guerre. La défaite des séparatistes a été autant une défaite militaire qu'une défaite politique, parce que la très large majorité de la population, qu'elle soit singalaise, tamoule, musulmane et autres, refuse donc la désintégration du pays, le séparatisme. Donc il y a des longues traditions de lutte nationale, de lutte sociale et politique qui font que, personnellement, je pense que les choses vont évoluer très très vite. Et déjà,
on me signalait que ces jours-ci, qu'il y avait déjà de l'expression de nombreux mécontentements de la part des gens qui, pour le moment, voilà 3 mois que le gars il a été élu, mais bon, non seulement ils ont rien vu venir, mais aujourd'hui même le pays, ancien producteur et exportateur de riz, est obligé d'importer du riz. Or, vous savez, le riz est l'alimentation principale des Sri Lankais. Hein. Donc, il y aura des évolutions. J'ai appris ce matin que celui qui a été le sous-secrétaire d'État américain, qui a été l'instigateur des changements au Bangladesh, notamment, mais également qui a été l'instigateur des changements au Pakistan, hein, avec le renversement d'Imran Khan et la mise en place d'un gouvernement pro-occidental ces dernières années, et qui aussi a joué un rôle identique là au Sri Lanka, est en visite actuellement à Colombo. Donc les Américains veillent au grain et serrent les boulons, comme on dit, parce que ils savent bien que il y aura inévitablement des évolutions. Voilà. Alors, on sait que les États-Unis donc veulent contrer l'émergence de la Chine, donc qui remet en cause leur hégémonie mondiale. Notamment, ils veulent faire ça depuis Obama avec le pivot vers l'Asie, donc ça c'était à partir de 2011. Tu l'as montré notamment à travers ces changements de régime, ces révolutions de couleurs qui peuvent avoir lieu autour de l'Inde. On le voit aussi avec l'armement de plus en plus important du Japon, de la Corée du Sud ou même de Taïwan. Donc, est-ce que selon toi, la guerre est de plus en plus imminente entre les États-Unis et la Chine? Et par ailleurs, qu'est-ce que l'élection de Trump pourrait changer, sachant qu'on sait qu'il est plutôt sur une position peut-être d'un retrait relatif de l'Ukraine, pour essayer peut-être de séparer la Russie et la Chine et de se concentrer plus sur le théâtre chinois, quoi. Ouais, bon, je commencerai par ça, si tu veux. Il est certain que ce qu'a été la politique américaine à l'égard de la Russie et de la Chine s'est traduit par une chose qui peut-être aux yeux de certains experts américains n'était pas possible, mais qui est quand même arrivée, c'est-à-dire ça a contribué à précipiter dans les bras l'un de l'autre la Russie et la Chine. Il y a bien des années, il y a un livre, un important penseur politique américain qui s'appelait Zbigniew Brzezinski, qui a été chargé du Conseil de sécurité auprès du président Carter et après d'autres présidents américains, a écrit un livre qui s'appelait Le Grand Échiquier, qu'il faut lire parce que ça explique beaucoup de choses sur la stratégie américaine, sur la vision américaine, comment maintenir la suprématie, en quelque sorte, l'hégémon américain à l'échelle mondiale. Il a écrit que l'erreur que ne devaient pas commettre les États-Unis, s'ils voulaient maintenir leur suprématie, c'était de laisser faire des alliances, comme il les qualifiait, d'anti-hégémoniques. Voilà. Et selon lui, l'alliance anti-hégémonique principale, qui pourrait donc porter atteinte à la suprématie des États-Unis, était une alliance entre la Russie et la Chine. Et il ajoutait, il y en a aussi, ça pourrait être aggravé en quelque sorte, par une alliance anti-hégémonique qui s'élargirait à l'Inde. Puis, disait-il, il y en a encore une autre qui aggraverait encore le tout, ça serait une alliance anti-hégémonique entre ces trois-là et l'Iran. Voilà. Alors il expliquait évidemment d'une façon très argumentée ce point de vue. Or c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Évidemment, bon, ça a été très critiqué entre autres par
également par Kissinger, par exemple. Ça a été très critiqué, c'est-à-dire l'alliance, le partenariat stratégique entre la Russie et la Chine, évidemment, joue un rôle tout à fait déterminant. Hein. Bien. Alors, bon, face à cela, les États-Unis ont sensiblement renforcé leur politique de recherche de conflits visant, dans un premier lieu, à contenir l'influence de la Chine, mais ensuite à la refouler. Hein, en anglais, on appelle ça la politique de containment et le politique de rollback, hein, c'est-à-dire de refoulement de l'influence de la Chine, qui pourrait à terme, pourquoi pas, être envisagée à travers le démantèlement de ce continent, enfin de ce quasi-continent de pays immense, mais comme ils en ont d'ailleurs le projet concernant la Russie. Hein. Bon, évidemment, tout ça pour le moment, est évidemment en échec, hein, mais sont des visions absolument qui existent parmi un certain nombre de think tanks, d'institutions de recherche aux États-Unis qui élaborent des plans sur la comète, comme on dit, sur leur relation entre les États-Unis et ces deux grandes puissances. Alors, donc depuis leur politique de pivot to Asia, leur politique a été un changement stratégique assez fondamental, hein, à partir de 2011, hein, dans la politique américaine, impulsée donc par Barack Obama, au nom du fait que, comme disait Obama, si nous ne fixons pas les règles maintenant, dans l'avenir, ce sera la Chine qui les fixera. Et donc, ils se sont donné un certain nombre de moyens. Parmi ces moyens, il y a des alliances stratégiques qui visent en quelque sorte à répondre à la grande activité économique, politique et diplomatique de la Chine dans la région, et y compris évidemment au plan international, avec la constitution d'une première alliance politico-militaire entre 4 pays qui s'appelle la quadrilatérale, qui est une alliance entre les États-Unis, l'Inde, le Japon et l'Australie. Voilà. Et ça a été complété par une autre alliance, dont d'ailleurs la France a fait les frais, qui s'appelle l'AUKUS, hein, et qui est une alliance entre les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne, et qui vise à non pas dénucléariser, mais à nucléariser en quelque sorte la flotte sous-marine australienne, donc à s'écarter plus encore de cette exigence qui existe en Asie, et notamment dans cette région en particulier, de dénucléarisation, c'est-à-dire de faire de l'océan Indien Pacifique, de cette région, une zone de paix. Hein. Donc, recommandations faites et soutenues par ailleurs par les Nations Unies. Voilà. Donc ils ont favorisé ça et puis simultanément ils ont continué à multiplier leurs bases. Vous savez qu'il y a près de, bon les chiffres varient, mais enfin en gros 800, 900, près d'1 millier de bases US à travers le monde, dont une grande partie constitue une espèce de cordon sanitaire autour de la Chine. Pas seulement de la Chine d'ailleurs, de la Russie également, mais de la Chine pour ce qui est de ce pays. Hein. Donc, dans la dernière période, les Américains ont pris un certain nombre d'initiatives en relation avec le pays avec lequel ils ont une relation beaucoup plus forte, je dirais, sur le plan militaire, qui est assez stratégique vis-à-vis de la Chine, qui sont les Philippines. En installant sur le territoire philippin, maintenant, avec l'accord du gouvernement, bien sûr, et puis des militaires,
des missiles de longue portée, des missiles à longue portée, ce qui évidemment donne lieu beaucoup d'inquiétudes de la part, de la Chine évidemment, mais de la part des pays de la région. Donc ça, sur le plan militaire, les choses se sont mises en place, et on peut même ajouter enfin que dans la conférence de Madrid de l'an passé, je crois, 2023, de l'OTAN, l'OTAN a élargi ses prérogatives dorénavant à la région, à l'Asie du Sud-Est, dans une perspective de conflit, aussi de recherche de conflit avec la Chine. Donc on voit, sur le plan strictement militaire, je dirais, on voit toute une série d'initiatives et d'actions engagées par les États-Unis avec leurs alliés, à qui on veut faire jouer un rôle plus offensif encore. Ce que j'ai dit sur le Sri Lanka participe évidemment de cette vision, de cet objectif. Bon, évidemment, il y a des pays qui sont en toute première ligne. Je pense en particulier à la Corée, au Japon bien sûr, mais à la Corée du Sud. Bon, là on a vu là les derniers événements là ces jours-ci. Il a décidé de prendre des mesures pour dissoudre, y compris avec l'objectif de dissoudre le Parlement, et d'imposer des conditions extrêmement autoritaires, vis-à-vis desquelles d'ailleurs qu'il a ensuite annulé, sous la pression de l'opinion. Voilà. Alors donc évidemment les Américains veulent aussi faire jouer à la Corée du Sud un rôle tout à fait offensif dans leur stratégie militaire à l'égard de la Chine, et pas de la Chine uniquement, mais de la Corée du Nord par exemple. Donc voilà, ça c'est un aspect extrêmement important de la politique américaine, qui est complété par ailleurs sur le plan économique et commercial. C'est-à-dire, la situation économique aux États-Unis est très précaire. Les États-Unis souhaitent de plus en plus aller dans le sens de ce que l'on appelle un découplage dans la relation économique et commerciale qui existe entre la Chine et les États-Unis, qui sont dépendants, je le rappelle quand même, pour une bonne part financièrement, de la Chine. La Chine détient une part importante des bons du Trésor américain, par exemple. Donc ils ont déjà commencé, mais ils vont développer, en particulier, c'est l'intention de Donald Trump, donc de renforcer en quelque sorte les pressions douanières en augmentant le coût des importations chinoises aux États-Unis. Aux États-Unis, puisqu'ils parlent même de les augmenter jusqu'à 100%. Bon, alors il y a évidemment dans ce petit jeu, il y a toujours une réplique, parce que on ne faut pas attendre quand même que les Chinois subissent sans réagir. Donc là, ils viennent d'annoncer, par exemple, qu'ils bloquaient toutes leurs exportations vers les États-Unis en matière de terres rares. On sait qu'aujourd'hui, un des enjeux stratégiques mondiaux pour tous les pays développés, très développés, c'est le contrôle, le recours, le contrôle et leur approvisionnement en terres rares, c'est-à-dire toutes ces matières qui sont utilisées dans l'électronique, dans les portables, etc. Le lithium, par exemple, qui est un cas. Donc, la Chine qui a
une part importante de la production mondiale de terres rares, vient d'annoncer qu'elle bloquait donc les exports vers les États-Unis, donc dans la bataille, dans la confrontation qui existe déjà depuis un certain temps sur le plan des semi-conducteurs, la production des semi-conducteurs, etc., qui sont évidemment indispensables à toute politique de modernisation, de production, de nouvelles technologies, etc. Bon. Et au sujet des semi-conducteurs qui sont massivement produits à Taïwan, notamment. Alors oui, j'allais y venir. Donc évidemment, les Américains font monter en quelque sorte la pression sur la Chine également à travers Taïwan. Alors, à travers Taïwan, Taïwan qui est une province chinoise, évidemment, mais qui est aussi le premier producteur mondial, ou un des tout premiers producteurs mondiaux, mais dans une relation étroite avec la Chine, de semi-conducteurs. Alors, il y a une situation assez singulière, disons, à Taïwan, avec le fait que le nouveau président qui a été élu du fait de la division des partis nationalistes proches de Pékin, proches de la Chine, qui sont pour un dialogue, et pas seulement qu'un dialogue, mais même pour aller plus loin, de leur division. Ça a permis donc l'élection de ce président qui se prononce pour plus ou moins pour l'indépendance de Taïwan à l'égard de la Chine, mais qui ne dispose pas des moyens politiques pour ça, puisque le Parlement de Taïwan, lui, est majoritairement composé de forces, les forces, de l'ex-Kuomintang, le parti de Chiang Kai-shek, qui est pour non seulement le dialogue, mais même pour aller beaucoup plus loin que le dialogue avec les autorités chinoises. Donc on a une situation, là aussi, qui est utilisée, manipulée par les Américains qui souhaitent que l'autonomie, voire plus, de Taïwan s'affirme jusqu'à l'indépendance, en contradiction d'ailleurs avec leurs propres engagements et positions à l'égard du fait que officiellement pour les États-Unis, la Chine est une, il n'y a pas deux Chines, il n'y en a qu'une. Ça existe depuis le fameux voyage de Nixon en 1977. Et la politique est donc actuellement de mettre de l'huile sur le feu en quelque sorte et de provoquer la Chine à travers Taïwan. C'est aussi le cas de l'Union européenne. J'ai noté que l'Union européenne venait d'envoyer une délégation officielle du Parlement européen à Taïwan. Ce qui est évidemment, tout ça est vu comme autant de provocation à l'égard de la Chine. Donc, il y a ce contexte dans lequel, va arriver Trump, dont l'hostilité à la Chine est bien connue, déjà lors de son premier mandat, et qui risque évidemment de s'affirmer, pas seulement sur le plan commercial. Alors, les Américains sont à la recherche de raisons pour accroître cette conflictualité. C'est ce qu'ils recherchent, évidemment au détriment de la situation internationale, donc une politique qui aggrave les tensions et dont il faut évidemment se prémunir. Je pense que on a là les sources non seulement d'un conflit en puissance, mais les Américains ne se cachent pas du fait que la Chine est à leurs yeux l'adversaire principal. Il y a un débat aux États-Unis entre ceux qui considèrent que on dépense trop d'argent pour l'Ukraine, on y met trop de moyens, alors que tous ces moyens devraient être mis au service de l'opposition
au développement de l'influence de la Chine, hein, qui menace donc la suprématie des États-Unis. On sait que Trump prend des engagements à l'égard du conflit en Ukraine, y compris certains esprits aux États-Unis qui pensent que il faudrait travailler de nouveau à une alliance privilégiée avec la Russie qui pourrait se faire au détriment ou qui pourrait susciter des contradictions entre les deux pays. Enfin, bon, tout ça est assez, me semble-t-il, assez illusoire. Me semble assez illusoire puisque la relation entre la Russie et la Chine est extrêmement forte, et y compris la relation personnelle entre les principaux dirigeants. Donc je pense pas que de ce côté-là les Américains ont beaucoup à espérer. Donc ça risque de renforcer leur agressivité, tout en sachant que la situation aux États-Unis est extrêmement instable. Les Américains, enfin les États-Unis, c'est une société extrêmement divisée, polarisée, ce que vient de démontrer d'ailleurs les récentes élections. Et c'est une société qui a poursuivi sa politique de désindustrialisation et qui est frappée actuellement lourdement par la crise, notamment dans certains secteurs industriels comme ceux de l'automobile. Donc, je sais que Donald Trump se fait fort de rapatrier des activités industrielles, des entreprises aux États-Unis, mais entre les déclarations et le possible, il y a évidemment une marge. Donc, on a une situation de conflit ouvert entre la Chine et les États-Unis qui a toutes les caractéristiques pour s'aggraver. Hein. Mais bon, on en est à ce stade. Hein, voilà. Hein. Ok, merci beaucoup Jean-Pierre. Écoute, avec plaisir. Donc pour ces analyses donc sur cette confrontation qui risque de devenir majeure dans les prochaines années. Oui, tout à fait, ouais. Et donc, je rappelle que tu as dirigé, donc avec Maxime Vivas et Aymeric Monville, le livre Chine-USA, la guerre imminente, donc sorti l'année dernière aux éditions Delga. D'accord, oui, c'est ça. Merci encore, à bientôt. Merci, à bientôt.